Bonjour Michael. Bonjour Shraka. Eh bien, chaque semaine, en venant ici, on espère toujours apporter des bonnes nouvelles ou que la fumée blanche sorte de Radio Calita pour vous annoncer la création d'un nouvel gouvernement. Ah, on vous a pas mis au courant? Non, on n'est pas au courant. Non. En tout cas, on le saurait dans notre métier. Mais en tout cas, voilà, la situation ne change pas. On n'arrête pas de faire des ultimes réunions, soit entre les équipes de négociateurs de Likoud et de Bleu-Blanc, soit même directement entre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, et chaque fois, le résultat est un échec, avec les mêmes communiqués des deux côtés, chacun accusant l'autre de vouloir à tout prix entraîner le pays vers de nouvelles élections, de ne pas faire de concessions. C'est vrai que depuis la semaine dernière, depuis la précédente émission, à plusieurs reprises, ça a failli se passer. À Victor Lieberman, par exemple, on a cru que... Voilà. Que Israël Beitenou allait se joindre à une coalition. Parce qu'il y avait effectivement au sein du parti deux députés, en l'occurrence Hamed Amar et Oded Forer, qui ont commencé à dire finalement s'il n'y a pas de choix, mieux vaut rallier à un gouvernement restreint de droite, comme c'était le cas avant, plutôt que de nouvelles élections, tout en sachant que c'est Avigdor Lieberman qui dans ce parti a le dernier mot. Et effectivement, ce matin, il a définitivement écarté cette possibilité. Et il y avait aussi une autre idée qui était assez intéressante, aussi du même parti, de Alex Kouchnir, qui a écrit une lettre au président de l'État en proposant un gouvernement de spécialistes, 10 ou 11 spécialistes qui auraient chacun plusieurs ministères pour un an. Non, un gouvernement qui ne pourrait pas être renversé et qui serait chargé de régler les affaires très urgentes, dont le budget de l'État. Et qui nommerait ces spécialistes? Qui déciderait qui est spécialiste? Alors, c'est le président de l'État lui-même qui désignerait les ministres et qui, au bout d'un an, désignerait un député de la Knesset qui aurait le plus de chances de former un gouvernement. Bon, ça serait peut-être repousser le problème à un an, mais en tout cas, d'ici là, le budget serait voté et peut-être d'autres décisions importantes. Et cette solution aussi a été écartée hier matin par Avigdor Lieberman, qui a dit finalement, on va aller vers des élections selon toute probabilité. On a du mal à comprendre et à expliquer aux auditeurs comment c'est impossible de faire un gouvernement avec des gens. Lieberman, qui est quelqu'un de droite, rappelons-le, oui, qui veut pas aller dans un gouvernement de droite pour ne pas être avec les religieux, parce qu'il est mis comme principe de s'opposer. Oui, c'est son thème de campagne. Ouais. Voilà, c'était le thème de la campagne. Alors, je crois que c'est Amit Segal qui le disait. On a longtemps cru que les hommes politiques ne tenaient pas leur parole, et pour une fois, ils tiennent leur parole, et c'est ce qui surprend. Finalement, chacun tient sa parole, et Gantz refuse de faire des concessions et d'accepter que Netanyahou soit Premier ministre. Netanyahou refuse de quitter ses partenaires. Lieberman refuse de faire des concessions sur les religieux. C'est-à-dire, on est bloqué, mais qui c'est qui paye la note? C'est nous, les citoyens israéliens. L'économie israélienne. J'ai même entendu que s'il y a des nouvelles élections, il y aurait sûrement des licenciements dans le pays, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de fonctionner, qui n'ont pas de budget, enfin bon, des associations aussi qui ont besoin de fonctionner. Et vraiment, alors, les journalistes des grandes chaînes de télévision essaient d'imaginer des scénarios possibles pour débloquer la situation en dernier ressort, mais chaque scénario, finalement, a une probabilité très faible. Par exemple, soit que Benyamin Netanyahou accepte d'être le numéro 2, ce qui ne sera pas le cas parce que, comme il est dans un processus maintenant judiciaire, il risquerait de ne pas pouvoir prendre sa place. Oui, on ne sait pas s'il peut avoir l'immunité encore. Ensuite, ou bien, deuxième scénario, que Bleu-Blanc accepte finalement une proposition selon laquelle Benyamin Netanyahou serait Premier ministre pendant quelques mois, histoire de voter les lois les plus importantes. Ça, Bleu-Blanc ne veut pas en accepter. Surtout Bleu-Blanc, Yair Lapid et Moshe Yaalon, surtout. Une troisième hypothèse, encore moins probable, celle d'un ralliement de Amir Peretz dans un gouvernement avec la droite. Il l'a promis tout au long de la campagne électorale, il ne le fera pas. Et soit la dissolution du bloc de 55 députés qui entourent Benyamin Netanyahou, ce ne sera pas le cas non plus. Donc apparemment, plus on se rapproche de la date fatidique, qui est dans quelques jours, plus on se rend compte qu'il y aura probablement des prochaines élections à moins d'un miracle, quoi. Et c'est regrettable pour le pays, et puis l'image qu'on donne à l'extérieur, et aussi pour les affaires courantes, quoi. Parce que... Oui, les affaires courantes, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est les citoyens, finalement, qui ne peuvent pas... Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de loi, ouais, et tout est bloqué. Et aussi la confiance de la population dans leurs élus, dans la démocratie, ce qui n'est pas bien du tout. Et voilà, on avait toujours l'impression, en tout cas dans les derniers gouvernements, qu'il y avait une méchiloute, une gouvernance stable, et on se rend compte maintenant que tout est bloqué, et beaucoup pour des questions d'égo et de... Bien sûr, puisqu'à nouveau, il faut se rappeler que la liste bleu-blanc, qui est une liste centriste,
vous parlez de Moshe Ya'alon. Moshe Ya'alon est un homme de droite, plus à droite peut-être que parfois que Netanyahou, que Lieberman, etc. C'est-à-dire c'est des gens qui, a priori, au niveau de l'idéologie, pourraient se rassembler. Et les différences grandes, ça a été le chef d'état-major Netanyahou, et l'un fait confiance à l'autre. On a l'impression que sur le papier, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, ça va faire bientôt, s'il y a des nouvelles élections, ça fera 1 an sans gouvernance stable, sans gouvernance qui peut voir à long terme, et donc qui peut faire un budget à long terme et des propositions. Et sans parler du cas qui est apparemment peut-être le scénario qui va se passer, c'est que si des nouvelles élections ont lieu, qu'on se retrouve avec à peu près le même découpage politique peu ou prou qu'aujourd'hui, donc avec la relance d'un nouveau processus, d'un candidat qui va essayer pendant 3 semaines, enfin c'est presque sans fin, quoi. C'est sans fin. Ouais. C'est sans fin. Bon, écoutez, on espère que... on continuera des émissions sans fin aussi. Voilà. Bravo. Alors, on en vient à notre rubrique Rose et Cactus. Alors, pour la rose, aujourd'hui, vous avez choisi c'est Bezalel Smotrich, le ministre des Transports. Donc, souvenons-nous que Bezalel Smotrich a été nommé donc récemment donc par Benjamin Netanyahou, donc à nouveau dans un poste qui a priori n'est pas censé être du long terme. Et Smotrich a été désigné par De Marker, par The Marker, donc le supplément économique du quotidien Haaretz, comme une des 10 personnes les plus influentes. Des 100 personnes. Des 100 personnes. Ah ouais, d'accord, mais bon. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Les 100 personnes les plus influentes de ce pays. Et pourquoi influent ? Parce que dans un poste qui est important, certes le ministre des Transports, mais qui ne fait pas partie des 3-4 ministères les plus importants, Bezalel Smotrich, qui est donc très jeune, j'ai plus en tête son âge, mais il doit avoir la quarantaine, peut-être au moins, un des plus jeunes ministres en tout cas, a réussi déjà, selon The Marker, à faire une vraie révolution dans le ministère, à faire avancer des choses, à être attentif à toutes les questions que se posent les citoyens, parce qu'on parlait des préoccupations quotidiennes des citoyens, et c'est vrai que les préoccupations des Israéliens, c'est la santé, l'éducation et aussi les transports. Les transports publics est un des gros dossiers de l'État d'Israël. On sait que le pays est dans un embouteillage permanent, on sait que les autobus, il n'y a pas assez de chauffeurs de bus, on le dit souvent à Kalita, qu'il y a que tout simplement le niveau des transports publics n'est pas, disons, à ce qu'on pourrait attendre de Israël, la Startup Nation, et Israël, l'État si moderne. Et là, on a vu Smotrich tel un bulldozer. Voilà, c'est un bulldozer. C'est ce que disent ses détracteurs et ses soutiens. Et en l'occurrence, ici, au sein d'un ministère, il fait ses preuves. Et c'est pour ça qu'il reçoit la rose ce matin. Voilà. Et il faut rajouter aussi qu'il a parlé, enfin, en tout cas de ce que moi je connais, pour la première fois, de faire une révolution aussi dans ce qu'on appelle Tarbut Haneiga. C'est la culture de la route, parce que les accidents mortels sont légion. Tout à fait. Le ministre des Transports est responsable de la sécurité routière. Et énormément d'accidents sont dus à un manque de respect, tout simplement, des règles de conduite. Tout à fait. On loupe une priorité, on se dit je passerai encore à ce feu, etc. Il y a eu récemment des tragédies de la route, et il veut s'attaquer à cela aussi, et s'il y arrive, ça serait vraiment un bon point pour lui. Donc il veut laisser son empreinte dans le peu de temps peut-être où il sera à ce ministère. Espérons-le. Voilà, espérons-le. Alors pour le cactus, on va pas être étonné. Voilà, on va pas être originaux. J'ai décerné les cactus d'abord à Ahmad Tibi de la liste arabe, qui a fait une déclaration assez outrancière récemment en disant que si on faisait une analyse chimique des paumes de la main de Benjamin Netanyahou, on trouverait encore des particules de sang de Yitzhak Rabin. Alors d'abord, déjà, c'est un mensonge, puisque Benjamin Netanyahou n'est pas responsable de la mort de Yitzhak Rabin, mais surtout de la part dans la bouche d'un député qui a été jadis conseiller d'Arafat, qui lui n'avait pas des particules de sang juif dans les mains, mais des bidons entiers, donc c'est assez poussé. Et aussi Ayman Oudeh, qui a qualifié Benjamin Netanyahou de psychopathe. Je crois que dans le jargon politique, dans la terminologie politique, il faut vraiment se calmer un peu. On a presque toutes les semaines malheureusement, des déclarations outrancières, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'avec les députés arabes qui finalement ne rentrent pas dans un gouvernement, restent à l'extérieur, et au lieu de chercher leur place au sein de la société israélienne, une place réclamée, je crois, par une grande partie de leur électorat, on voit ces députés, leurs élus, se comporter souvent comme des voyous. Ouais. La question se pose alors pourquoi ils sont réélus. C'est ça. Si la population cherche autre chose, il y a eu des tentatives de partis. N'oublions pas qu'il y a un très fort taux d'abstention. Oui, aussi. Enfin bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on espère, comme la semaine dernière. Et la semaine d'avant. Et la semaine d'avant. Et la semaine d'avant, de vous annoncer des bonnes nouvelles la prochaine fois. Alors, au revoir Michael, merci. Au revoir Shraga, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.